Bonsoir. Le Sénat reprend du service. L'institution a procédé hier à l'ouverture, l'ouverture de sa session ordinaire. Qui sont les sénateurs? De quoi ont-ils parlé? Les réponses dans quelques instants et ça sera en compagnie de Madame Bleu. Beaucoup plus loin du Sénat, dans le nord du pays, en Côte d'Ivoire, l'état-major ivoirien donc a confirmé la détonation d'une charge explosive ce lundi 12 avril à Kafolo. Que s'est-il réellement passé? Rabia Diallo, elle, s'est penchée sur cette question. Mélissa Diodier sera en notre compagnie pour parler de droit. Aujourd'hui, il sera question dans Que dit la loi de l'injure. Et puis pour l'inviter, les agents des collectivités territoriales, leur rôle, dans quelles conditions travaillent-ils? Pourquoi étaient-ils récemment en grève? C'est ce que nous allons aborder comme question en compagnie du lieutenant Ligué Libé Dominique. C'est notre invité du jour. Il est le président du syndicat national des agents de la police municipale de Côte d'Ivoire. Ici, vous l'avez noté, on débat, on décrypte l'information, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Live Talk. Vous l'avez compris, il est temps pour moi de rejoindre ma chic team pour aborder les différents points. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous retrouve sur mon chemin, pourquoi? Oui, je te demande pourquoi je suis là, parce que j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Pour ma petite info, qui est spéciale ce soir, on parle de mariage. De mariage? Oui, un mariage assez hors du commun. C'est cette dame aux États-Unis qui s'est mariée à elle-même, parce qu'elle avait été célibataire trop longtemps. Elle a décidé de s'épouser elle-même, devant sa famille. Elle a prêté vœu. Tout s'est passé comme une cérémonie traditionnelle, même si, malheureusement, devant les juridictions, ce n'est pas reconnu. Psychologiquement, on va dire que ça lui a apporté satisfaction. Elle n'avait pas retrouvé l'âme sœur. Elle avait du mal à retrouver cette âme sœur. Elle avait du mal. Alors elle s'était fait un vœu, elle s'était dit s'il y a 40 ans, si je n'ai pas trouvé mon mari et je n'ai pas trouvé mon âme sœur, eh bien je m'épouse moi-même. Chose dite, chose faite. Il faut dire que le bonheur réside dans les choses simples de la vie et c'est soi. Et parfois ça peut venir de nous-mêmes. Il n'y a pas de mal. Très bien. Merci Anna. Je t'en prie. Alors ensemble, on va démarrer avec les points de l'information, l'actualité du jour. C'est tout de suite et c'est dans le Life Actu. À tout de suite. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Monsieur. Bonsoir monsieur, je pense que c'était pour moi. Mesdames, bonsoir monsieur. Non. Alors, nous allons aborder les différents points. On va tout de suite commencer avec vous, Madame Bleu, on en parlait tout à l'heure. On va parler du Sénat. Très bien, si vous le voulez bien. Il a procédé aujourd'hui à l'ouverture de sa session ordinaire. Ouverture de cette session ordinaire ce mardi 13 avril. Ouverture, rentrée parlementaire. En tout cas, les choses s'installent confortablement. On se focalise sur le Sénat. C'est quoi le Sénat? Sur le Sénat, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement de la Côte d'Ivoire, donc depuis l'adoption de la Troisième République en 2016. Ce Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc, mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle les collectivités territoriales, j'en ai parlé précédemment. Donc, les 2/3 des 99 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect et le tiers restant est nommé par le président de la République. Donc il est désigné donc par le président et il s'agit des Ivoiriens qui sont en général reconnus pour leur expertise, compétences dans divers domaines de la vie politique, administrative, économique, scientifique, culturelle, sportive et sociale. Et le mandat de ces sénats, en tout cas de ces sénateurs, est de 5 ans. Et il faut préciser, donc, pour en revenir à l'actualité qui nous concerne, donc, tu as parlé de l'ouverture de la session ordinaire de ce Sénat qui a eu lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, donc ce jour. Et il s'agissait en fait pour le président de cette institution, donc M. Jeannot Ahoussou Kouadio, de pouvoir faire un peu le bilan. Donc, au cours de cette rencontre, faire le bilan de cette institution. Également, rappeler les différentes missions qui lui sont assignées en tant qu'institution nationale et deuxième chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire. Et également inciter aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, il a incité le président de la République à accéder aux sollicitations de clémence après les violences qui ont émaillé la présidentielle de 2020. Donc, il faisait référence à toutes ces personnes qui sont détenues, qui ont été incarcérées
pour qu'il y ait également une clémence. Il a également aussi, lors de cette adresse, il s'est intéressé également aux grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nous, concitoyens. Donc on parle de l'école ivoirienne, on parle également de la pandémie de la Covid-19. Donc globalement, c'était une session de démarrage et qui faisait suite également à l'ouverture de la session ordinaire également de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Très bien, on peut dire que les institutions, elles se mettent en place. Les institutions se mettent en place. Après l'Assemblée nationale, il y a eu la mise en place du gouvernement et cette fois c'est le Sénat. Eh bien, les sénateurs qui reprennent du service, on le disait. Après, on se pose une question certainement, M. Kouachi. Oui, pas qu'une d'ailleurs, et je pense pouvoir parler au nom de pas mal d'Ivoiriens, notamment sur mes réseaux et même sur ce plateau. On a reçu des personnes qui s'interrogeaient sur la nécessité d'avoir autant de personnes à charge du contribuable en plus de l'Assemblée nationale. C'est clair qu'aujourd'hui, là, quand on écoute Madame Bleu... Dans le contexte ivoirien, pourquoi pas préciser? Bien sûr, dans le contexte ivoirien, bien sûr. Quand on écoute Madame Bleu dans son explication de ce que c'est que le Sénat, on comprend peut-être un peu mieux, mais si tu me le permets, Brice, mais j'inviterai ici les personnes ressources à expliquer aux Ivoiriens, notamment à moi en premier, parce que je me pose aussi ces questions-là. Pourquoi la nécessité d'avoir un Sénat et toutes ces personnes à charge du contribuable? Je ne dis pas que je suis contre, je dis juste que j'ai envie de comprendre. En tout cas, au démarrage, en tout cas sa création, en mars 2018, la création du Sénat avait fait polémique, surtout au niveau de l'opposition, qui avait également fait référence à ces différentes préoccupations que tu as soulevées, donc budgétivores, inutiles, sur place. Quel serait le rôle d'une telle institution alors qu'on a déjà une Assemblée nationale pour défendre les citoyens et pour questionner les actions du gouvernement. Donc il y avait eu cette réflexion et normalement le Sénat devait être mis en place parce que c'était la grande nouveauté de la nouvelle constitution, de la constitution de la Troisième République qui a été instaurée en 2016. Et normalement, elle devait être mise en place, ce Sénat devait être mis en place quelques mois après. Malheureusement, il y a eu des événements, donc on a eu un début d'année difficile en 2017. Donc il y a eu notamment les différentes mutineries, les grèves des fonctionnaires et la crise du secteur du cacao qui ont malheureusement mis à mal le démarrage de cette institution, qui a démarré donc en 2018 finalement. J'ai entendu dire que, pour parler d'actualité, qui représentait de façon précise les collectivités territoriales, ils ont du pain sur la planche, je pense, pour démarrer leur session. Est-ce qu'ils en ont parlé? Parce qu'il y a un dossier à chaud là. Ils ont un dossier à chaud, mais je pense que globalement, c'est le discours liminaire, en tout cas, du président de cette institution qui a permis de mettre en place. Voilà, c'est la prise de contact. On n'avait pas de voir le premier jour de classe. Je pense que les prochaines sessions permettront de voir également qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, quelles sont les différentes actions que ces 99 sénateurs ont prévu de mettre en place pour pouvoir participer au développement de on va en parler à notre invité, on va voir s'ils se sent concernés justement par cette autorité qui est censée les représenter. Effectivement, parce que je pense que on veut voir en fait ces institutions au travail et qu'on puisse ressentir leur impact, l'impact de leurs actions, l'impact de leurs discussions dans l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Surtout qu'il y a eu ce débat justement de la nécessité de cette institution. Donc on espère vraiment que ça va faire bouger les choses et que ça va faire avancer les choses. Très bien. On va faire les débats. Bon, écoutez, les gens en général sont assez réticents au changement. Mais après, quand on perçoit la nécessité ou l'importance d'un changement, grâce aux explications ou grâce aux actions, on se rend bien compte que peut-être qu'on avait peut-être été trop dur, on était un peu trop sceptique, mais il faut laisser à ces sénateurs-là l'occasion de démontrer, encore une fois, parce que ce n'est pas maintenant qu'ils existent, donc de démontrer ce qu'ils peuvent apporter au quotidien des Ivoiriens, ce qui justifierait d'ailleurs la mise en place de ce Sénat-là. Merci Madame Bleu. Merci. De vous être penché sur la question. Je vais me tourner vers Madame Diallo. Avec vous, on va complètement au nord de la Côte d'Ivoire. On parle de Kafolo. Déjà, pour nos téléspectateurs, ce serait bien qu'on situe géographiquement Kafolo, c'est où Kafolo? Alors, Kafolo se situe à 140 km de Ferkessé-Dougou, qui est sur la route D'une traite, ça fait Ferkessé-Dougou.
Voilà. Donc à 140 km de Ferkessédougou. C'est pas mal. D'accord. Et donc c'est à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans une zone frontalière avec le Burkina Faso. Et donc voilà. C'est pour y aller qu'on nous a montré l'image d'illustration là. Oh. Cette piste. C'est pour aller à Kafolo certainement. Ça ressemble beaucoup au Bien Burkina sûr. Faso également, donc ça se comprend. Donc c'est une zone, elle se situe, en fait cette localité se situe dans la zone frontalière avec le Burkina Faso. Brice. Très bien. Alors, on parle de Kafolo, des gens ont entendu parler avec des attaques. Alors, que se passe-t-il à Kafolo? Alors, rétrospectivement, Kafolo a fait l'objet de 3 attaques. La première médiatisée, on s'en souvient, c'était dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020. Ça a été un poste de sécurité qui a été attaqué et on a dénombré plus de 10 morts du côté des forces de l'ordre et des forces de défense et de sécurité. Après, il y a eu une autre attaque dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, ça ne fait pas très longtemps, où il y a eu plus d'une soixantaine de terroristes lourdement armés qui ont attaqué également. Et bilan du côté des assaillants, 3 ont été tués, 4 ont été arrêtés. Et du côté des forces de défense, on a dénombré 2 morts et 4 blessés. Alors, on a récemment, on a découvert aujourd'hui le communiqué de l'état-major général des armées du 12 avril, donc, qui a annoncé qu'il y a eu dans la matinée du 12 avril sur le tronçon Petit-Nation, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, voilà, qui est à environ 2 km de Kafolo, qui a eu une détonation. Après le passage d'un véhicule des forces de défense et de sécurité, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés, juste quelques éraflures. Et, sur le véhicule sur le véhicule qui est passé. Et l'État général des armées a annoncé également le déploiement d'équipes spécialisées, tout en invitant les populations au calme. Il les appelle à la vigilance et également à la collaboration avec les forces de défense. Très bien. Alors la première situation, je pense, qui nécessite la sortie le communiqué, j'ai envie de dire, ou la sortie de l'état-major, eh bien c'est parce que il y a eu 2 situations déjà à Kafolo. Les gens sont dans une forme de psychose. Et puis un jour, on entend une détonation sur les réseaux sociaux. Il y a du moment de panique. Tout de suite, on a fait penser, on a parlé d'une 3e attaque éventuellement. Tout à fait, justement. Alors qu'on n'en est pas là. Hein. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de 3 attaques, c'est 2 attaques. Là, je pense que nous sommes dans une situation post-attaque, puisque au lendemain de la 2e attaque, je pense que un engin explosif avait déjà été trouvé, je crois. Donc ça pose la question de savoir est-ce que ces assaillants-là, en partant, n'ont pas piégé et donc miné un peu ce secteur-là. On disait, Mme Diallo, qu'il y a une équipe de spécialistes. Des mineurs, très certainement, qui vont être acheminés sur cette zone pour justement... En fait, on ne parle pas forcément de 3 attaques, mais plutôt de 3 incidents qui sont similaires. 2 attaques et cet incident-là qui se passe au niveau de la même zone et qui se passe juste après le passage quand même d'un véhicule des forces de défense et de sécurité. C'est à se poser des questions. C'est là que je me pose des questions justement sur ce communiqué-là. De toute façon, on sait très bien que l'armée, c'est la grande muette. Hein. Là-bas, on ne dit pas tout. Voilà, c'est comme ça que l'armée se laisse appeler. Je pense bien, en tout cas, tant que ce n'est pas d'une importance capitale, on fait tout pour apaiser les gens, pour ne pas paniquer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Justement, j'y arrive. Quand je lis ce communiqué-là, on fait tout pour minimiser les faits. On nous dit qu'un engin explose au passage. D'ailleurs, si je lis, je peux bien me dire un incident est survenu sur le tronçon Petit-Niassan, Kafolo, à environ 2 km de cette dernière localité. Il s'agit de la détonation d'une charge explosive au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale. Donc au passage. Détonation d'une charge explosive. Oui. On ne nous dit pas non plus que c'est des démineurs, on nous dit que c'est une équipe spécialisée qui va aller sur le lieu. Pour moi, c'est juste une question Pour moi, c'est une question de détonation. De français. Bon, attendez, mais moi, j'aimerais bien la suite. Voilà, oui, termine. Je veux bien comprendre. Une détonation au passage d'un véhicule.
Généralement, pour ceux qui regardent beaucoup de films de guerre comme moi, un véhicule, soit il passe sur une mine et il y a une détonation, donc à ce niveau-là, on peut comprendre qu'il y ait, que le véhicule soit endommagé au niveau extérieur si la mine était de faible amplitude, en tout cas si l'explosion était de faible amplitude, ou alors qu'il y ait eu une attaque spécialement dirigée sur le camion. Bon, pour l'instant, comme on n'a pas toutes les informations dans ce communiqué, c'est pour ça que je table pour dire que ce n'est pas une attaque. Ce que j'aimerais comprendre, Serge, tu aurais voulu qu'ils disent quoi pour que les choses soient claires comme tu le penses? Quelle aurait été la phrase idéale pour toi dans ce cas de figure? Je pense qu'ils ne peuvent pas non plus s'aventurer à nous dire que c'est sur le passage, que le camion a roulé sur une mine si les enquêtes ne sont pas terminées et que les spécialistes sur place n'ont pas fini de nous dire que c'était une mine ou pas. Mais en tout cas, un engin qui explose au passage d'un camion. Écoutez, moi, mais des sources sont c'est pas la première fois que ça arrive. On n'a pas parlé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. On ne peut pas passer à côté du contexte qui est là. Donc que ce soit une attaque ou que ce ne soit pas une attaque, il y a une équipe qui est déployée justement pour élucider, on va dire, l'intrigue. Et moi, je pense que de toute façon, la psychose des populations, elle se justifie. Parce qu'il y a eu des attaques. Et donc aujourd'hui, tout le monde est un peu sur ses gardes. Donc c'est normal qu'on envoie des équipes spécialisées pour chercher à comprendre ce que c'est. Si ce n'est pas une attaque, ben, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est le lieu et c'est le rôle même, et c'est le rôle justement de l'état-major général des armées d'appeler à la vigilance des populations. Mais je pense qu'au-delà de cela, il faudrait arrêter. Enfin, je pense que l'État a fait un énorme travail de fond dans le déploiement des forces de défense et de sécurité pour, on va dire, canaliser un peu les portées de ces attaques dans cette zone-là principalement. Mais je pense qu'il y a un travail maintenant à faire pour prévenir justement ces attaques. Parce qu'on ne peut pas sans cesse être dans la défense. Il faut maintenant prévenir, trouver la source même de ces attaques et puis faire en sorte que... Dans le que ça questionnement, n'arrive c'est plus. pourquoi Kafolo, Madame Diallo, j'ai envie de dire 2 attaques, c'est déjà beaucoup. Bon, après là, c'est vrai qu'on parle d'une détonation, messieurs de la théorie du... pour répondre... Non, parce que tout le monde dit que c'est une détonation. Vous dites peut-être que l'état-major essaie de ne pas nous dire les choses avec les mots. Le camion a roulé sur une mine, par exemple. Oui, mais bon, justement, ça, on le saura que lorsque les experts je vais te paraphraser en te disant que j'ai là une déclaration, mais qui dit que selon des sources du média Afrique Presse, il s'agit d'une ancienne mine posée au même moment que celle qui a explosé le 1er avril 2021. Voilà. Après, à confirmer. Donc, maintenant, au lendemain de la deuxième attaque. Pour répondre à la question du pourquoi, très importante question. En fait, selon des sources sécuritaires également, il s'agit d'une zone qui est une frontière entre le parc national de la Comoé et qui offre une possibilité d'une bonne base arrière en fait à ces djihadistes-là. Cette zone leur permet également de facilement faire la navette entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et c'est une zone également qui offre la possibilité de se cacher, d'y vivre tranquillement parce qu'il y a toutes les ressources pour. Et voilà, En fait, c'est un vrai point stratégique de trafic. Les montagnes, etc. Exactement. Donc, ils arrivent à se cacher, ils arrivent à s'organiser. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, cette zone serait C'est une zone difficile. Voilà. C'est une zone difficile à sécuriser. Exactement. Et autre chose aussi, il y a des raisons stratégiques également à cela. Une assise, une sorte d'implantation aussi de ces groupes djihadistes qui sévissent au Mali et au Burkina Faso et qui aimeraient bien s'implanter justement vers la Côte d'Ivoire. La question aussi à se poser, et on espère. Il faut qu'on termine là-dessus, s'il vous plaît. Et la réflexion aussi à se poser, c'est que est-ce que finalement on n'est pas en train de perdre ou on n'a pas déjà perdu Kafolo? Parce que derrière, tu as parlé du parc national de la Comoé. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'avais participé à un événement qui faisait le renouveau, en tout cas qui mettait en avant le renouveau de ce parc. Les populations qui sont alentours sont en train de subir régulièrement ce genre d'attaque. Est-ce que déjà, en termes d'infiltration, la zone même n'est pas déjà perdue? On a beaucoup de caméras de surveillance à Abidjan. Je pense que ce serait le lieu peut-être de pouvoir renforcer la sécurité et la surveillance dans cette zone, parce que je pense qu'on a des services de renseignement très bien équipés, de pouvoir renforcer ces vérifications dans ces zones. Pourquoi pas en mettant ce genre de dispositif. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, après la première attaque, il y a eu le dispositif de sécurité qui a été renforcé là-bas. C'est d'ailleurs ce qui a permis de repousser la deuxième attaque, en tout cas qu'elle a été beaucoup plus meurtrière. Un peu plus d'un an après. La stratégie de
ces djihadistes s'appuient sur les populations en termes d'infiltration, en termes il y en a qui se marient, il y en a qui fondent des écoles, il y en a qui se fondent dans la population. C'est pour ça que l'état-major demande de la collaboration. Oui, des Parce populations. voilà, des populations. Mais si vous voyez le timing, je pense que c'est quand même, c'est presque un an entre les deux attaques. On parle de juin 2020 et de mars 2021. 9 mois à peu près. Ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui connaissent la situation sécuritaire au Burkina Faso, c'est des attaques en 1 semaine, 2 semaines d'intervalle. Donc, si aujourd'hui, on est arrivé à éviter un deuxième incident, oui, en tout cas, on est arrivé à quand même garder cet intervalle de sécurité. Pour moi, c'est déjà... La réponse à Mme Bleu, c'est non. Nous n'avons pas encore perdu Kafolo. Et nous espérons ne pas perdre Kafolo. On espère. Et courage et force nos soldats Très bien. sur le terrain. Merci, on va marquer une autre pause parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit Mélissa Didier pour notre Que dit la loi. C'est maintenant. Merci beaucoup Serge. C'est un plaisir pour moi, chaque mardi, de tirer la chaise. C'est pour ça que je vous disais merci par anticipation. Installez-vous. Merci Serge. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonne soirée. Mélissa, on parle d'injures ce soir pour le Que dit la loi. Oui, donc c'est puni par la loi, l'injure? Alors c'est ce qu'on va voir. Donc en fait, la semaine dernière, on a parlé de diffamation. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de diffamation qu'on ne commet pas d'autres infractions. On a des infractions qu'on appelle en droit infractions voisines, donc qui sont des infractions similaires, et l'injure en fait partie. Ok. Donc en fait, pour comprendre l'injure, il faudrait... À quel moment l'injure devient punie par la loi? En fait, déjà, il faut comprendre c'est quoi l'injure. Et en fait, le meilleur moyen de comprendre l'injure, en fait, c'est de le mettre en contraste avec la diffamation. Parce que dans la diffamation, en fait, on a un fait. Donc, on a comme une petite histoire qui vient enrober. Donc, comme on avait vu, la diffamation, c'est une affirmation ou une imputation de fait qui porte atteinte à l'honneur et donc à la dignité, à la réputation d'une personne. Et, sur la base d'un fait qu'on a pu déformer ou... Voilà, donc il y a une petite histoire, il y a ce qu'on pourrait appeler un affairage. C'est ça. Donc, il y a une petite histoire autour. Donc, par exemple, dans un cas de diffamation, je ne sais pas moi, je traite quelqu'un de brouteur et il aurait été enfermé avec... Il a fait 2 ans de prison, par exemple, à la MACA. Là, il y a une histoire, il y a un fait. Le simple fait de traiter de quelqu'un de brouteur, on est plus dans de l'injure que dans de la diffamation. Okay. Parce que l'injure peut porter atteinte. On peut être blessé dans notre honneur, dans notre dignité, mais on peut ne pas être forcément dans un cas de diffamation. La ligne est fine. Et la différence, en fait, c'est que la loi ne couvre pas forcément tous les cas d'injure. Donc déjà, une injure, c'est quoi? C'est un propos outrageant, méprisant, blessant, mais où il n'y a pas de fait, donc il n'y a pas une petite histoire. Donc le fait que je traite X d'imbécile, c'est une injure. Il n'y a pas la petite histoire, le petit affairage autour. Mais par contre... Lors d'une réunion, si quelqu'un donc je traite quelqu'un d'imbécile lors d'une réunion, parce que j'ai estimé, moi, la personne... Est-ce que la personne a le droit d'aller contacter une autorité pour dire que j'ai été traité de... Comment ça peut se passer? Alors, c'est pas gentil de traiter quelqu'un d'imbécile. Déjà, oui. Déjà, le conseil de la petite maman. En réunion. Voilà, c'est important. Ne faites pas ça. Mais par contre, effectivement, la loi n'encadre pas tout. Donc, il y a des cas de sanctions, par exemple, dans le cas d'injures par voie de presse, donc dans les médias. Donc, par exemple, toi, Brice, Edith ou Rabia, ne pourrait pas indexer une personne et tenir des propos outrageants et méprisants envers une personne. Parce que là, on serait clairement dans un cas où on tient ces propos-là via un média et vous serez passible entre 2 millions à 10 millions d'amendes. Très bien. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a un cas pour les injures que la loi estime plus graves. Donc, les injures envers un groupe de personnes. Donc, par exemple, les injures qui pointent, admettons, une race, une ethnie, une religion. Une orientation sexuelle. Par exemple. Donc, ça, c'est des cas qu'on va considérer, en fait, qui sont plus sévères. Et donc, on peut encourir une peine de prison allant de 5 à 10 ans et une amende de 500 000 à 5 millions, si je ne me trompe pas. Et tout ça sur la base d'une plainte portée? Effectivement, toujours. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que si jamais on le fait maintenant par voie de presse, donc par les médias, on risque d'encourir 2 fois.
la peine. Donc ça, c'était 5, ça devient 10, donc de 10 ans à 20 ans de prison. Et voilà. Maintenant, pour tout ce qui est injure publique, donc pour revenir à ton exemple, la loi n'encadre pas forcément, ne légifère pas forcément sur ces cas-là. Donc, parce que vous imaginez, je pense que les commissariats seraient bondés et les tribunaux auraient beaucoup trop de travail. C'est clair. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, il y a des circonstances. En droit pénal, on a le bon vieux fourre-tout qu'on appelle les voies de fait. Donc, les voies de fait, en fait, c'est une violence volontaire où il n'y a pas de coup physique, donc il n'y a pas une agression physique, mais qui vise en fait à troubler ou à impressionner une personne. Donc, on voit bien que c'est large et que ça regroupe un peu tout ce qui ne retombe pas dans une autre infraction. Donc, par exemple, dans un cas où on serait en public, Oui. où justement vous tiendrez des propos désobligeants, outrageants, avec une bonne gestuelle, etc., moi, je peux me sentir impressionnée, troublée, et je peux être dans un cas de voie de fait. Donc, même si la loi ne couvre pas ce qui est injure publique, je pourrais quand même porter plainte, par exemple, pour voie de fait, dépendamment évidemment des circonstances. On ne se lève pas pour aller à la police juste parce qu'on n'est pas content, parce que quelqu'un nous a traités d'imbéciles. Il faut avoir quand même quelques limites. Mais effectivement, il y a des circonstances et il y a d'autres infractions qu'on aura éventuellement l'occasion de voir. Donc, c'est quand même... C'est quand même très large. Et surtout, démontrer que cette injure-là, elle a été faite, elle existe. Parce qu'après, il faut des preuves aussi. Oui, mais bon, quand on le fait en public, on a déjà tous les témoins. On a déjà tous les témoins. Si on le fait par écrit, on a les écrits qui sont là. Après, comme je dis, on a aussi le classique en droit civil qui est le dommage et intérêt. Hein. Donc, si je suis capable de prouver que vos injures publiques, par exemple, m'ont causé un dommage, donc je prends un exemple... Émotionnel. Déjà, il y a un dommage émotionnel, mais ça peut être aussi un dommage même pécuniaire. Hein. Si, par exemple, moi, le fait de me faire injurier par Brice ou par Ayana, qui sont des personnalités publiques, aujourd'hui, je vais peut-être dans un cabinet pour un contrat, et le fait qu'ils aient tenu des propos désobligeants envers ma personne, par exemple, cause d'annulation de mon contrat, si je suis capable de prouver ça, je peux empocher gros. Avec un bon avocat. Voilà, avec un bon avocat. Très bien. Très bien. Merci Mélissa. Merci, c'est toujours un bonheur de vous recevoir tous les mercredis pour nous apporter tous ces éléments d'information, tous ces éléments de lumière sur des sujets. En tout cas, c'est des choses d'ailleurs qu'on constate, de notre quotidien, mais on n'en prend pas toujours toute la mesure, on ne fait pas toujours attention. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement. En fait. Et donc votre passage est toujours très important. Merci beaucoup Merci Mélissa. de m'avoir reçu. Nous vous l'annoncions dans le monologue, le lieutenant Liké Liba Dominique est avec nous. Il est le président du SINAPOMU-SI. C'est le syndicat national des agents de la police municipale de Côte d'Ivoire. Bonsoir lieutenant. Bonsoir. C'est pas tous les jours. Bonsoir. C'est pas tous les jours qu'on a des hommes en tenue sur notre plateau. D'accord. Ben donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas impressionnés, mesdames? Non, ça va, c'est Moi, j'avoue que quand je les ai vus entrer, je me suis dit... Elles sont habituées. Elles sont habituées. Parce qu'on met souvent un sabot sur les véhicules. C'est vrai, je me rappelle dans sa vie. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous êtes président du SINAPOMU-SI et vous êtes membre du collectif des agents des collectivités territoriales. Et le mercredi 7 avril dernier, vous êtes rentré en grève. Oui. Pourquoi? Tout de suite. Oui. Parce que nous étions mécontents de la gestion de notre départ à la retraite par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. En effet, depuis 1980, nos départs à la retraite, donc, nous recevions des indemnités de départ à la retraite. Et le 18 février 2021, la Direction générale propose à la signature du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité une note circulaire pour suspendre nos indemnités de départ à la retraite. Donc du coup, les agents, déjà, ils ont imaginé la retraite 2 mois de décès. Donc tout ce temps passé dans les collectivités, 35 ans pour certains, et puis à 2 mois, vous mourrez sans indemnité, sans des mesures d'accompagnement. Voici l'objet de nos collègues. Quelle est la raison qui a été avancée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité? Bon, ils ont les raisons. La raison, ils disent que nous sommes des agents de l'État. Nous sommes des agents de l'État, mais nous estimons que les tests sont très clairs. Dans les collectivités, il y a 2 personnes, 2 entités, ou du moins 2 agents recrutés. Il y a les agents de l'État et les fonctionnaires d'État qu'on a fait dans nos collectivités. Et puis, il y a nous, agents recrutés localement. Et les agents recrutés localement
sont soumis au Code du travail. Donc, quand tu es soumis au Code du travail, tu es du secteur privé. Et les avantages liés au secteur privé, alors là, à la décentralisation, nous n'avons pas droit parce qu'il s'agit des agents localement recrutés. C'est le problème réel. D'accord. Mais concrètement, vous aviez annoncé une grève. Oui, finalement, la décision, vous avez mis une pause à cette décision. Vous avez suspendu? Nous avons totalement suspendu. Pour laisser place aux négociations? Oui. Où en êtes-vous avec ces négociations? Mais je pense que les négociations bientôt vont reprendre parce que sur instruction du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le général Wagondo, nous avait reçu le mercredi 6, voilà 7, le mercredi 7 à son cabinet. Et je crois que c'est lui qui a désamorcé le problème. Je tiens donc à remercier le général pour l'acte qu'il a pris en faveur des agents des collectivités. Le général a estimé que les agents des mairies, districts, conseils régionaux n'ont pas de salaire conséquent. Et donc, il fallait les accompagner quand ils partaient à la retraite. Et les décisions prises par la direction générale, c'était des décisions inhumaines à l'égard des agents. Donc, le ministre a d'abord abrogé la note circulaire de 18 février 2021. Donc, nous ouvrons maintenant la possibilité de négocier avec le ministère de l'Intérieur. Ce que vous souhaitez, c'est en vrai un meilleur accompagnement pour la question de la retraite, ou c'était quoi la nature de l'accompagnement de la retraite qui fait polémique? C'est quoi? Bon, la nature, c'est la précision de l'emploi de l'agent des collectivités territoriales. L'analyse de certaines personnes à la décentralisation, donc eux nous assimilent aux agents de l'État. Alors, moi je vais comprendre, on est sans filtre sur ce plateau. Vous dites à certaines personnes, donc moi je veux savoir aujourd'hui, qui est votre interlocuteur? Vous discutez, qui décide de votre sort, de votre destin? Le ministre? Des gens qui sont... Au fait, c'est le ministre. D'accord. Mais avant que le ministre ne décide, la décentralisation, qui est la tutelle directe des collectivités, gère les agents. Et le ministre décide. Et c'est la décision que le ministre a prise le mercredi 7. Voilà. Mais vous avez un petit souci avec justement l'intitulé du poste que vous occupez? Votre statut, c'est ça? Le statut en lui-même. Voilà. Qu'est-ce que vous réclamez comme statut? Ce que nous réclamons, nous voulons la fonction publique territoriale. La fonction publique territoriale va rendre stable nos emplois dans les collectivités. Figurez-vous qu'après chaque élection, alors nous avons des problèmes. On nous licencie, nous n'avons pas de profil de carrière. Donc, depuis 2015, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place la fonction publique territoriale, comme le Sénégal, le Burkina, le Cameroun l'ont fait. Bon, ça tarde, mais heureusement que nous avons un dynamique ministre de l'Intérieur, le général Wagondo, que je salue, a décidé de prendre les choses telles que nous l'exposons. Pour qu'en Côte d'Ivoire, la fonction publique territoriale puisse avoir jour et puis mettre fin à nos nombreux problèmes que nous avons dans les collectivités. Très bien. Le lieutenant Liguet, donc si je retiens bien, au démarrage de votre intervention, vous avez dit à la question de Brice, nous étions mécontents. Oui. Et c'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus mécontents? Nous ne sommes plus mécontents. Parce que notre papa, le ministre de l'Intérieur, comme il a dit, il s'est saisi du dossier, il a réglé comme nous le souhaitons. Nous étions mécontents parce qu'un enfant qui pleure, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer. Et à la décentralisation, on nous empêchait de pleurer. Mais vous n'avez pas encore de texte signé, de décision prise, actée, pour pouvoir Est-ce que vous n'êtes pas les enfants contents trop tôt? Non, pas ça. Bon, pour aller simple, il fallait d'abord arrêter la note circulaire de 18 février 2021. Parce que les agents partaient déjà à la retraite. Il y a un cas à Cocody. Il est parti à la retraite le 16 février 2021. La note circulaire sort le 18 février 2021. Le monsieur vient, il nous rencontre en pleurs. J'ai fait comment je m'en vais à la retraite, je m'avais mourir. Donc le ministre, en prenant une décision de suspendre la note circulaire de 18 février 2018, mais nous donne de l'espoir. Donc il n'y a plus de raison à se fâcher. Plutôt à proposer. Et nous sommes prêts à proposer au ministre, que ce soit la fonction publique territoriale, que ce soit l'indemnité de primes de transport de 5 000 francs, que ce soit les questions de la police municipale, que ce soit également
nos camarades des zones CNO, Est-Zone CNO, qui, malheureusement, ils n'ont pas voulu cette situation de partition du pays. Ils n'ont pas bénéficié de tout ce que l'État leur donne. Mais heureusement, le président de la République a reconnu que ça fait près de 10 milliards à reverser. Sur cette question, nous proposons, nous disons, au lieu de nous donner les 10 milliards un coup, nous voulons que ça soit motionné président. Excellence, faites un peu, pour donner un peu de joie aux agents, parce que dans les collectivités, nous mourons. Parce que dans les collectivités, on nous licencie. Parce que dans les collectivités, nous n'avons pas une visibilité très claire de notre travail. Pourtant, nous sommes des acteurs de développement, malheureusement. Alors, je vais revenir à une question peut-être tout à l'heure, vous ne l'avez pas bien comprise. Le contenu de cet accompagnement à la retraite, là, c'est quoi? Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est qu'aujourd'hui, quand un agent des collectivités part à la retraite, de quoi doit-il bénéficier? Il a une indemnité de départ à la retraite. Oui. Voilà, pour accompagner, selon l'ancienneté. Et les calculs se font sur la base du Code du travail. Voilà. Comme nous sommes agents soumis au Code du travail, donc on fait les calculs sur la base du Code du travail qui établit comment il faut calculer et permettre aux agents d'avoir une indemnité pour aller à la retraite. C'est ce qui pose nos problèmes avec la décentralisation. Et c'est ce que nous avons refusé, que le ministre a réglé. Ça, c'est ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, ils ont voulu changer. Voilà, ils ont voulu changer littéralement et brusquement. Voilà. D'accord. C'est ce que vous revendiquez. Oui. Donc, est-ce que concrètement, vous avez l'impression que les échanges aboutissent? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Oui, avec le ministre, nous avons eu cette impression-là. Le ministre s'est mis... Donc, finalement, ce mot d'ordre de grève, c'était juste une alerte? C'était juste une manière d'interpeller? Non, on n'a pas interpellé puisque nous avons fermé les mairies, nous avons fermé les conseils régionaux et les districts. Donc, nous étions vraiment fâchés, très fâchés. Donc, le ministre, comme je l'ai dit, le ministre s'est saisi du dossier. C'est la promptitude de la réaction qui a fait aujourd'hui que cette situation est débloquée. Au départ, nous avions voulu faire cette grève-là le 17 mars, je crois, 17 mars. Mais malheureusement, notre ancien ministre d'État, ministre de la Sécurité, Premier ministre, décédé. Il y a eu deuil national. On ne pouvait pas aller en grève. Mais à ce moment-là, les messages que nous attendons, ce que les gens nous disaient à la décentralisation, vraiment, on ne pouvait même pas. Mais nous étions obligés de nous calmer et puis arriver le 7 mars, je crois bien 7 avril, voilà, 7 avril-là, et puis fermer les mairies. Alors, moi, justement, tout à l'heure, j'avais relevé une première fois. C'est la seconde fois que vous abordez la question des gens, des messages qu'on recevait des gens. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le message entre vous et votre ministre de tutelle est souvent un tout petit peu biaisé par les personnes, les intermédiaires? Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les gens ne font pas le compte-rendu au ministre des réalités des agents. Nous avons cette impression, c'est pas nous avons cette impression qu'à la décentralisation, les fonctionnaires que l'État nous envoie pour nous encadrer, pour nous permettre de développer nos collectivités, nous empêchent d'être heureux. Pourquoi c'est fort ça. Ah oui, je pèse bien mes mots. Pourquoi nous empêchent. Bon, c'est à eux qu'on doit poser la question. Mais simplement sur le cas des indemnités de départ à la retraite. Depuis 1980, nos camarades vont à la retraite avec des mesures d'accompagnement. Pourquoi c'est maintenant, 18 février, on prend une note pour dire qu'ils n'ont plus droit d'avoir les indemnités de départ à la retraite? Bon, donc tout ce temps, nous avons fait dans les collectivités. Donc c'était pour payer nos cercueils que nous travaillons. Voici la réalité. Donc ces personnes sont là à la décentralisation. Alors, vous êtes le président du syndicat national des agents de la police municipale, le SINAPO-MUSI, qui est l'un des syndicats constituant le collectif des 4 syndicats. Oui. Quelles sont les revendications propres à vous, votre corporation? Bon, nous, notre corporation, pour dire vrai, la police municipale existait depuis Félix Houphouët-Boigny, alors premier maire de la ville d'Abidjan, en 1956-57. Il a fallu attendre en 2013 pour qu'il y ait la réforme du secteur de la sécurité du ministère d'État, ministère de l'Intérieur à son temps. De cette réforme est sorti donc le décret portant organisation de la police municipale. Donc nous avons bénéficié d'une part de la réforme, donc qui sort le décret portant organisation de la police municipale. Les arrêtés d'application de 18 février 2015 à ce jour, il n'y a pas de décret des arrêtés d'application.
Donc nous revendiquons cela. Nous revendiquons également une direction centrale de la police municipale qui puisse coordonner, structurer et inspecter tout ce que nous avons comme tenue, armement, équipement. Voici nos revendications. Alors le ministre nous a rassuré. Le ministre nous a rassuré qu'il fera un effort d'ici les 3 mois. Il fera un effort pour prendre ces arrêtés-là. Mais nous insistons sur le fait que s'il n'y a pas de direction centrale, alors les mairies feront ce qu'elles veulent. Les maires feront ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il faut éviter pour la Côte d'Ivoire. Nous avons des cas très pratiques, des cas de Congo-Brazza, où il y a eu les Cobras, les... Ils ont utilisé la police municipale, les équipés. Pour éviter ce genre de scénario ici en Côte d'Ivoire, il faut structurer cette police municipale. Si nous laissons à l'état actuel, comme nous le disons toujours, nous laissons les choses à l'état actuel, ne soyez pas surpris de ce qui va arriver demain. Qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, c'est une parenthèse qui va arriver. Oui, bon, vous en avez parlé, vous avez pris des exemples concrètement. Voilà, pour éviter qu'on tombe sur des Voilà, exemples, c'est ça, Oui. en fait. Non, rien ne va arriver à Côte d'Ivoire, mais on ne sait jamais. Oui. Non, ça dit rien ne va arriver. Vous savez, il faut prévoir. Quand on gère, on prévoit, on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Parce que le scénario que vous nous avez présenté, Voilà. c'est comme un scénario de milice. Milice, exactement, milice armée. Donc c'est pourquoi, en fait, il faudrait que vous soyez clair dans vos propos. Qu'est-ce que vous voulez éviter Nous voulons, donc, pour le dire, nous Oui. voulons que la direction centrale, je reprécise encore mes mots, Oui. la direction centrale qui va coordonner, inspecter, on verra qu'à la police municipale, ils n'ont pas besoin de Kalachnikov. Oui. Ils sont pas là. C'est une police de prévention. Donc il faut avoir des armes de prévention et non pas des armes de guerre. Donc il faut suivre tout ça là. Globalement, il faut structurer. Il faut structurer. Ce que vous recherchez, c'est Voilà, que c'est ça. cette institution soit structurée. Structurée. Très bien. Alors, on va marquer une courte pause et on va retrouver tout à l'heure le lieutenant pour avoir d'autres questions Ok. de vos conditions et des actions, de ce que vous espérez pour votre mouvement. Alors, ça n'a pas été péjoratif. Très longtemps, en ce qui concerne la police municipale, on vous a considéré comme... Il y a eu beaucoup de... Oui, 600 francs, garde Froco. Voilà, policiers de Mauritaniens. Oui. On a entendu beaucoup de choses Oui, c'est vrai. vous concernant. Aujourd'hui, clairement, de quoi s'occupe la police municipale? Ok, Quelles sont vos prérogatives? Quelles sont vos actions? ok. Merci beaucoup. Le décret, donc, qui est notre référence, dit notamment à son article 5 que nous faisons de la police administrative. Dans la police administrative, nous avons le maintien de bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité. Nous faisons également tout ce qui est fluidité routière, la circulation, la prévention, la sensibilisation, l'application des arrêtés et règlements municipaux. Voici ce qu'il doit faire une police municipale. Et pour pouvoir justement mener à bien cette tâche-là, comment est-ce que les agents sont recrutés? Par quelle formation passent-ils? Ok. Comment ça se passe? Quoi qu'on dise, vous êtes une police. Oui. Vous portez le nom police. C'est ça. Donc vous avez... finissez là, répondez à la question de Ryan. Je reviens à la mienne. Ok, d'accord. Ça bouge, il y a beaucoup de questions sur le Bon. plateau pour vous. Formation et comment se passe le recrutement? Pour le moment, nous sommes localement recrutés. On nous prend, souvent on nous prend parce que tu es ancien militaire, tu es, donc on nous recrute comme ça. Et votre recrutement, c'est fait par qui? C'est fait par l'employeur. C'est qui l'employeur? L'employeur, ce sont les maires. D'accord. L'employeur, ce sont les maires. Pour ne pas parler des nouvelles dispositions, ce sont les maires qui recrutent. Selon le cadre organique des emplois et le budget, le maire recrute des policiers municipaux. Alors, au titre du syndicat, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de mettre en place une académie spécialisée dans la formation du policier municipal. Parce que si moi je deviens maire, demain que j'ai envie de prendre mon cousin qui s'appelle Serge Kouachi, Oui, automatiquement il devient policier municipal. Tout à fait. c'est Sans comme aucune ça. forme de Sans formation. formation. Non, Oh. c'est comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas une faille, quelque part? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais les maires faisaient avec ce qu'ils avaient sur la main.
Et il faisait avec. Il a besoin du personnel, il a besoin de donner de l'emploi à des jeunes. Donc il n'y a pas d'enquête de moralité ni de vérification Non. du profil Non. de, Ça, de l'agent. Ok. Non, il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas également de collaboration avec la police nationale, entre guillemets. Si, on serait maintenant, les tenté choses se mettent en place. de le demander. Oui, maintenant les choses se mettent en place. Oui. À partir du décret, la Oui. police nationale et la gendarmerie nationale sont à l'aise pour travailler avec la police municipale. Auparavant, il n'y avait rien. Voilà, nous travaillons comme vient de dire Brice, nous sommes les policiers des boutiques, des Mauritaniens. Non. Nous sommes les... Non. En fait, c'est ce qui les populations. C'est ça, en fait. Mais maintenant, avec les nouvelles dispositions du président de la République, voilà, nous savons ce que nous faisons. Donc là, déjà, il y a l'idée, la création d'une vraie académie où aujourd'hui, et ensuite, ce que vous revendiquez, c'est une direction générale, Voilà. aujourd'hui, qui chapeauterait l'ensemble Des voilà, polices, des municipales. corporations. des polices municipales. Voilà. Alors, Pour que nous soyons plus professionnels. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis? Qu'est-ce qui a freiné? Bon, je pense que, je pense que les gens n'avaient pas cette vision de police municipale. Voilà, c'était gardes municipaux, les gens qu'on recrute là-bas, on prend, bon, ils n'avaient pas cette vision donc, de professionnalisation de la police municipale. Ils ne savaient pas que quand les policiers municipaux sont plus professionnels, eux, les maires, ils gagnaient plus. Ils ne savaient pas ça. C'est maintenant, il a fallu le président de la République pour tout recadrer. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Regardez pour les maires, mais regardez également pour les populations, parce que bien sûr, certains d'entre bien vous ont sûr. des armes. Oui. Et certains d'entre Non. non, pas toujours. Non. Même il n'y a pas de sont pas des manière. armes factices pour certains. Non, ce sont des armes de prévention. De prévention. Voilà, les codelettes. Parce que tu vas, par exemple, en opération dans un marché. Tu es Place. pris à partie Oui. par la population. Tu réagis comment? Si tu n'as pas de matériel pour te défendre, la population va te lyncher. Donc nous avons des armes de prévention et non pas des armes létales pour tuer. Non. Donc on est d'accord que dans vos points de revendication, il y a un point, et vous-même vous en rendez compte, il y a un point qui demande que votre formation soit plus organisée. Oui, soit académique. Ouais. Voilà. Et moi, je suis bien curieuse de savoir, est-ce que quand vous êtes recruté, vous avez un vrai plan de carrière, puisque vous êtes recruté au niveau Non. de la mairie? Non. Est-ce que vous avez la garantie de l'emploi sur du long terme aussi? Non, madame. Parce que chaque police On peut- municipale dépend de la mairie. Dépend de la mairie. Ok, donc en cas de changement de maire, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que vous risquez de perdre votre emploi? Oui. Est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues pour le départ? Non. Le maire Est-ce vient, que- est-ce c'est que le maire de, Oui. par exemple, de telle commune, il vient, Oui. il dit, bon, comme lieutenant ligué, il n'a pas fait ma campagne, ce n'est pas mon type, D'accord. il le licencie. Et on le licencie. Est-ce que c'est encadré quand même par. Est-ce que le Selon le bon licenciement. vouloir. du Comment ça maire. se passe, objectivement? Excusez-moi, le maire peut venir, il peut dire, bon, moi on me dit, mon cadre organique ne permet pas d'employer tel nombre de choses, donc vous là, allez, mettez-vous de côté. Et c'est tout ce que les gens utilisent toujours. Mettez-vous de côté sans Voilà. préavis? Non, ou sans bien- préavis, non, sans préavis. Vous êtes envoyé du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Sans Oui, indemnité? oui. Non, sans indemnité, on a des cas. Hein. Donc aujourd'hui, ce Et- que vous revendiquiez, c'était vraiment cette garantie d'un Oui. profil de carrière. Sécuriser notre emploi d'abord et puis profit de Et carrière. structurer aussi Voilà. Comment, On peut devenir lieutenant selon le bon vouloir du maire. Excusez-moi. comment vous luttez au sein de votre corporation contre la corruption? Je pense qu'on est tous au fait que certains de vos agents aussi peut-être le pratiquent. Il y a forcément des brebis galeuses. Donc Oui, comment bien vous sûr. luttez au sein de votre corporation contre la corruption? C'est difficile, mais je pense que c'est quand on aura la direction centrale que ce problème-là sera réglé. Au niveau de la police municipale de Côte d'Ivoire. Oui, nous avons assez de problèmes. Moi, je suis commandant de la police municipale de Makori. J'ai ce même problème. Voilà, mon patron me donne des instructions fermes, mais tu ne peux pas contrôler tout le monde à la fois. Donc, les gars là, ils glissent, mes gars là glissent, et puis ils s'en vont faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous les sanctionnez? Oui, je les sanctionne souvent, mais il faudrait. Ce sont des pères de famille, donc nous sommes obligés d'être un peu souples. Là, tout au long de l'émission, je sais que tout au long de l'émission, vous appelez lieutenant Ligué. Comment vous êtes devenu lieutenant? Pourquoi vous portez le grade de lieutenant? Comment ça s'est passé? Comme là, vous êtes commandant de la police municipale de Makori, ça fonctionne comment? Ok. Comme chez nous, il n'y a pas une véritable structuration, c'est maintenant que nous allons faire les choses. Donc, tu commences par ce qu'on appelle tableau noir, disez-les. Un V, et puis tu graphies les échelons, et puis tu arrives à lieutenant, selon. Voilà. Mais la difficulté que nous avons également, selon le bon vouloir du maire, il peut faire de vous commandant, lieutenant. Il n'y a pas de choses, pas. Il prend les décisions.
Très bien. Voilà. Alors, Rien n'est encadré. c'est ce qu'on constate. Voilà. Hein. Rien n'est encadré. C'est ce que- Voilà. Très bien. Et vous, c'est pas une situation qui vous satisfait. Vous avez bien souhaité que les choses soient beaucoup plus organisées. Oui, c'est pourquoi dans les points de revendication, vous souhaitez que les choses soient centralisées, qu'il y ait une vraie politique, cela. une vraie police comme au Burkina Faso, Oui, par bien exemple, sûr, où il y a oui. une direction générale de la police Oui. municipale. Burkina, Niamey, Oui. voilà. Ouais, pour Tchad, Vous avez même dit le Madagascar. Sénégal aussi, Oui, le au Sénégal. Sénégal, Oui, oui. au Sénégal. Au D'accord. Sénégal. Et donc, s'appuyer sur ces exemples-là pour mieux organiser les Oui, actions voilà. d'une police municipale plus efficace en Voilà, Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu ce qui justifie votre présence. Alors aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau, nous sommes en train de boucler cette émission. Vous avez certainement un mot de fin, monsieur le lieutenant Ligué? Oui, je voudrais remercier la direction générale de Live TV qui nous a permis de parler des agents de collectivité et de la police municipale, mais surtout remercier le président de la République parce qu'il sait qu'il suit Live TV pour les décisions futures qu'il va prendre. Nous le savons, très généreux, méticuleux, rigoureux. Et nous sommes ces agents, que ce soit les zones CENO, les 10 milliards des agents des zones CENO, nous savons que le président de la République va régler le problème dès qu'il rentre au pays. Il va régler le problème. Le problème de la police municipale, c'était lui-même sa vision de voir la police municipale être sur le périmètre communal, permettre aux policiers nationaux et à la gendarmerie d'être plus opérationnels en matière de lutte contre le grand banditisme. Et c'est la vision du président de la République. Nous remercions toujours le président de la République. Nous le soutenons. C'est ça. Et donc pour la suite, vous allez, il y a le mouvement de grève qui a été suspendu, donc vous restez en attente de nouvelles décisions avant la suite. Merci beaucoup, lieutenant Ligué. Merci d'avoir été avec nous, avec votre équipe également qui vous a accompagné pour cette émission. On tiendra, vous nous tiendrez informés, très bien, on en saura un peu plus. Vous nous tiendrez informés pour la suite et puis si l'occasion se présente, eh bien, on vous recevra sur notre plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette occasion. Mesdames, vraiment merci. Merci. Beaucoup. On a été très heureux d'être en votre compagnie, téléspectateurs. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro, tout aussi enlevé, du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.